Il y a une douceur de la vie en ce moment à Alger. Tu sens elle te caresse et elle te dit ça va bien se passer. Quand on voit le film, quand on voit cette séquence-là, il est beaucoup dans l'errance. Et c'est exactement... En fait, c'est un corps qui est totalement impatient. Et quand il arrive dans Alger, alors qu'il connaît bien cet endroit, qu'il connaît bien ce pays, bah, il y a des choses qui lui échappent. Ouais. Et moi, je pense que c'est vraiment intéressant dans le milieu, dans l'idée même du documentaire. C'est on va aller quelque part, mais on ne sait pas trop si on va y arriver, mais on va se perdre. Et à un moment, Reda se perd, et moi, je me perds aussi avec lui. Et il y a comme une apesanteur au sang, au fond, comme ce mouvement presque. C'est ce que vous avez réussi à capter. Il y a l'espoir, il y a la joie, il y a aussi l'incertitude. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à le capter, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est juste, c'est comme ça que je voyais les marches, cette façon de errer, de pas trop savoir quoi faire, de goûter. Le Hirak, ce qui est très intéressant depuis le 22 février 2019, c'est qu'on voit bien que c'est un collectif qui accueille les singularités, voire même les singularités sont au centre du collectif, et ça fabrique une espèce d'harmonie très intéressante entre ce collectif qui se déploie dans l'espace public, un espace public qui avait été jusqu'alors interdit, et ces individualités-là. Il y a une espèce d'harmonie de l'un à l'autre, il y a une espèce de musicalité. Vous épousez ce mot deuxième indépendance, il est très fort en connotation, c'est-à-dire on s'est libéré de la colonisation et de l'occupation française. Aujourd'hui, on veut se libérer de ce système. Oui, complètement. Ouais, là, vraiment, en plus, les gens peuvent le dire à voix haute, enfin, ils l'ont toujours pensé, mais complètement, là, c'est une fatigue totale d'un système et d'une mafia qui est installée depuis bien trop longtemps, qui empêche les gens de vivre normalement. Et là, ce qui est en train de se passer est incroyable, et même ce qui s'est passé est incroyable, et je dirais même... unique au monde. C'est incroyable de voir des millions de personnes dans la rue comme ça, pacifiquement. Bon, il y a quand même, il faut le rappeler, une quarantaine de détenus, mais voilà, c'est magnifique. Ce que j'avais envie de raconter, c'est aussi la fin d'un monde, la fin de leur monde, la fin d'un monde de privilèges. Vous l'avez écrit, ce roman, avant les manifestations pacifiques en Algérie? Oui, bien avant. Donc on a presque envie de vous dire que ce serait un peu facile, mais que c'est prémonitoire. En tous les cas, on retrouve tous les ingrédients de l'Algérie qu'on connaît aujourd'hui, des jeunes qui ne veulent plus se laisser dicter ce qu'ils doivent faire, notamment par exemple l'épée de Damoclès de la décennie noire. C'est tout ce qu'on retrouve aussi dans votre livre. Il est question d'ailleurs de cette période sombre de l'Algérie. Il y en est question de deux manières. D'abord, les généraux tentent d'utiliser ça, ils en parlent à leur ami directeur de la sûreté en disant mais il faudrait agiter le spectre du terrorisme, et le directeur de la sûreté dit mais les enfants s'en fichent, les enfants, un enfant on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas le menacer. Vous avez 40 gamins sur votre terrain, ils refusent de partir, les moyens habituels ne marcheront pas. Et aussi j'en parle à travers un personnage qui était assez important pour moi, celui de Adila, qui est une ancienne moudjahida et qui parle un peu de la guerre, mais surtout des années 70, 80, 90, et qui raconte cette cassure, cette grande tragédie qui a été les années de terrorisme. Adila qui dialogue notamment avec sa mère. À chaque fois, le régime, ce qu'on appelle pudiquement en Algérie les décideurs, c'est-à-dire les quelques généraux qui tiennent le pays en main. Dans l'ombre, toujours. Dans l'ombre avant, justement, avec le Hirak, avec cette contestation, ils ont été obligés de tomber le masque. Et c'est vrai que c'est pas joli ce qu'on voit. Et encore aujourd'hui, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, s'est exprimé. C'est la première fois qu'il s'exprimait un vendredi, parce que généralement, il voulait que sa parole ne coïncide pas avec les slogans des manifestants. Il a annoncé pour jeudi prochain une fête électorale. Il a même décidé par avance que la participation serait massive. La réponse des Algériens est très simple. On ne peut pas gérer un pays comme une caserne. On respecte les généraux, on respecte l'armée, mais qu'ils fassent leur métier et qu'ils nous laissent vivre enfin libres.
dans les paroles, il y a Jamila, Jamila, ne t'inquiète pas, tes enfants ne se tairont pas. Jamila, il y a Jamila, un jour viendra où ils te libéreront. Et vous dites à un moment donné, ils rôdent autour de toi comme des reptiles des années durant. Qui sont les reptiles? Les reptiles, c'est toutes les forces négatives et noires qui ont voulu mettre à terre l'Algérie depuis des décennies, commençant par les colonisations. Et puis, j'ai cité dans l'introduction, comme vous avez vu, 3 étapes. Donc, la post-indépendance, où il y a eu la confiscation de l'indépendance, puis la décennie noire et les 20 ans donc, du système qui continue à se maintenir aujourd'hui, un système totalitaire qui persiste et qui veut se régénérer à tout. Mais qui a face à lui donc ce mouvement de contestation pacifique. Et pacifique. Et justement, je dis attention, Belagrune, c'est un personnage que j'imagine. Donc, c'est Belagrune qui vient diviser pour mieux régner. Donc, on a vu qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour diviser le peuple entre Amazirs et Arabes, entre femmes et hommes, aujourd'hui entre catholiques ou musulmans. Donc, il y a eu beaucoup de cartes qui ont été jouées par le système pour diviser le peuple. Ceci dit, le peuple est beaucoup plus conscient que cela. Il continue à rester pacifique, uni et déterminé pour sa révolution et pour arriver à cette réelle transition. Les Algériens du Canada manifestent chaque dimanche en écho à ce qui se passe en Algérie, donc votre pays de naissance. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces bouleversements en cours? J'essaie le plus possible de garder un lien avec les événements qui se passent. C'est sûr que c'est plus difficile. J'ai pu aller à Montréal assister à un événement, mais j'envoie tout mon support au peuple algérien, puis on est tous là et tout. Et je suis très fier de ce soulèvement. Ça fait du bien de voir que le peuple se bat pour ses droits. Et j'envoie tout mon support. Donc j'essaie le plus possible de rester connecté malgré la distance et malgré les moins 40 degrés. ولتما الموسطاش لتما وين درت لا نوتوريتي تاعي وفوالا عرفت روحي للكوكب. الزوبعه هذه تاع 22 فيفري هذا ما فهمناش الصباح شغل ما فهمناش. الوغ شغل فيستيفال كونتيستاتور بالضحكه بالفرحه شغل ما فهمناش اكزاكت ما شغل سيريوزمون هكذا زعما باش نقول لك الا كنت شايفها ولا عمري لا ايماجينيت نعيش حاجه هكذا وشغل عجب انا ليا سي لالينيومون تاع لي بلانات ولا ما باش كيفاش ولا ما داروش دوا في الشاطو دور. En Algérie, les gens étaient, oui, surpris du caractère aussi pacifique parce que du jour au lendemain, parler d'une révolution aussi pacifique dans un pays qui a connu beaucoup de mouvements, beaucoup de violence, malheureusement, surtout dans les années 90, c'est quelque chose qui au départ a surpris les gens. Mais en même temps, moi, personnellement, je n'étais pas surprise parce que ça fait plusieurs années que je continue d'aller en Algérie pour mes projets, que ce soit artistiques ou cinématographiques. Et j'ai vu naître quelque chose qui, pour moi, était un signe avant-coureur de cette révolution. C'est cette émergence d'une révolution culturelle qui a commencé déjà depuis quelques années, à travers notamment diverses initiatives culturelles des artistes, une recherche de l'identité algérienne, une façon de vouloir se définir, de définir cette Algérie contemporaine, parce que l'Algérie a connu tellement de basculements que les Algériens n'ont jamais vraiment eu le temps de s'asseoir et d'essayer de comprendre qui ils étaient dans toute leur diversité. Ça va, donc tout le monde parle arabien? Arabia ولا عربية pas العربية d'ici. Tu connais العربية d'ici? تاع français بعد un verbe العربية à l'infinitif. Tu connais? Oui, j'étais avec lui, après il m'a حقر, verbe du 3e groupe, normal. Oui, l'autre il m'a زعف. Continue comme ça, j'ai fait te safa. Voilà, Imad Zahaf, il m'a énervé, Warren Hichem. Comment vous est venue l'idée de ce sketch? Ça paraît tellement évident, mais ça a rarement, peut-être même jamais été porté sur la scène francophone, en tout cas. En fait, j'habite en France maintenant, enfin, je passe beaucoup de temps en France et j'entends des gens qui parlent justement un peu l'arabe. Il y a beaucoup de gens qui parlent arabe ou utilisent des mots. Et c'était intéressant de faire cette analyse de ceux qui disent « Ah, moi, je parle arabe », ils mettent des mots... ils parlent français avec des mots en arabe. Et en Algérie, c'est l'inverse, en fait. C'est des gens qui parlent en français avec une conjugaison arabe. Sur le fait d'être ni vraiment d'ici, pas tout à fait de là-bas, vous, de parents algériens, vous l'avez senti ou comment vous avez vécu avec cela et grandi avec cela? Moi, ça a été un cheminement pareil, parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi à Saint-Denis de parents algériens, kabyles,
Et j'ai rencontré l'Algérie à 20 ans pour représenter un pays sportivement que je ne connaissais pas. Ouais. Parce que mes parents sont arrivés pendant la guerre d'Algérie, mon père perd son père pendant la guerre d'Algérie, donc, donc tué par l'armée française en 58. 58, et donc il se retrouve chef de famille à 15 ans, et avec frères et sœurs à élever, et il fait une formation en France. Il vient en France pour faire une formation, et il se marie avec ma mère, il fait un regroupement familial. Et donc il y a eu tout un blackout sur tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, de mes parents vis-à-vis de nous. Et donc moi j'ai rencontré entre guillemets l'Algérie par le biais du sport. Et c'est grâce au basket et donc je me suis retrouvé dans un pays inconnu pour moi. Je collabore avec énormément de monde. Des femmes, des hommes, souvent effectivement liés à des exclusions, à des conflits, à quelque chose qui les, si vous voulez, qui les, je ne trouve plus le mot, mais ça va me revenir, qui les cache quelque part. Qui les cache et qui les casse, peut-être. Voilà, surtout. Et donc j'ai envie vraiment de les remettre à jour. Donc j'utilise des protocoles mais de différents. Les libérer. Et surtout de les libérer. C'était un roman au départ pour essayer de comprendre la possibilité d'une compréhension de notre monde actuel. Tout va toujours très vite, on a plein d'informations. Et une synthèse est-elle possible? Est-ce qu'on peut comprendre des situations, ne serait-ce que politiques? Est-ce qu'on peut comprendre une situation politique? Et donc, au lieu de faire quelque chose d'assez ennuyeux sur Kant ou sur le savoir est-il possible, j'ai inventé un peu cette histoire, ce personnage dont la rationalité s'en va. Il a une dégénérescence du système intellectuel, et il devient au fur et à mesure du roman une espèce d'idiot, de bête. Et donc son camarade essaye de tirer les fils, de trouver la cause de cette maladie. Même les gens, y compris ceux qui sont très militants, sont au contraire vous encouragent à continuer, parce que ça fait partie de la lutte aussi, d'être un artiste, artiste entre guillemets, c'est pas moi d'en juger, mais être un artiste en tout cas libre, qui fait fi de la censure et de tout le reste. Et c'est ce qu'on fait, moi et mes camarades cinéastes et d'autres artistes en Algérie. On fonce droit devant, on essaie de pas trop se laisser faire. Ça prend des années, mais c'est pas grave. Au moins le résultat est là. J'espère qu'il sera projeté très bientôt en Algérie surtout. عندها 3 أيام ولا 4 أيام من اللي صرات تلقاوهم مع الصباح مقطعين. على بالي انتم في العاصمه هذه الامور عندكم عادي، موافقه تصرى، احنا هنا سي كراف. على بالكم شكون دارها؟ شكون اللي بوليسي هنا ولا انت؟ قلت لك مانيش بوليسي. المهم كاين اللي يقول واحد مهبول هو اللي قطعها، وكاين اللي يقول النمر نتاع الصحراء هو اللي كلاه. L'amour en t'aveugle et il n'est pas clair avec elle aussi dans le film. Il n'est pas clair avec ses sentiments, avec ce qu'il ressent. Il lui ment, mais elle le voit pas. Ouais. Quand il part en Bolivie, d'ailleurs, il lui jure qu'en fait, il ne converse qu'avec elle, et vous apercevez, Lila s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est pas le cas, et voilà, un énième mensonge, et elle s'accroche parce que voilà, elle est amoureuse et qu'elle essaye de comprendre l'incompréhensible. Ouais. Alors, il y a une réplique d'Ali qui est incarnée par Giannis Bouziani qui tente de conforter Lila et qui lui dit « Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ego. C'est l'ego qui en prend un coup, en fait, selon vous, quand on est largué, quand on est éconduit, quand on est éconduite ?» Oui, je pense que l'ego, c'est dur. C'est dur quand on est blessé dans son ego. Et en amour, c'est ce qui est souvent le cas, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en remettre souvent, parce qu'on n'arrive pas à admettre que c'est ça. C'est pas l'amour, c'est malade ou quoi? Ouais, j'aimerais bien savoir ce que c'est. L'amour, c'est pas de se faire tromper, c'est pas d'être avec un menteur, un tricheur. Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu l'as pas dit? Une raclure comme lui, là, qui te fait du mal pour rien, on dirait t'aimes bien. Lâche-la faire. Donc je sais que t'as besoin de temps et je pense que j'en ai besoin aussi. Je vais partir en Bolivie, pendant 3 semaines.